Salut, c'est Shaman de Ludovox. Nous sommes à Essen pour cette édition 2015. C'est le dernier jour là où il y a beaucoup de trafic, des gens qui bougent dans tous les sens. Je suis sur le stand de RepoPro avec Thomas Provost. Bonjour, comment vas-tu ? Très fatigué. Je vais très bien, mais très fatigué. Je suis très fatigué, mais très bien. Donc, Thomas est un des deux fondateurs de RepoProd. Et voilà, dans cette petite interview, l'idée est d'en apprendre un petit peu plus sur Thomas et sur RepoProd. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es venu à créer cette maison d'édition RepoProd ? Comment ça a démarré ? Ça a démarré maintenant il y a quand même pas mal d'années. L'idée, c'est que Cédric et moi, on est des très gros joueurs depuis toujours. On est tombé dedans, hein. Et j'avais un club de jeu après l'UNIF qui s'appelait le Repos du Guerrier. On jouait tout le temps. Tous les lundis, c'était très simple, c'était soirée jeu. Et on venait à Essen, etc. Et un jour, on a acheté une boîte de Time's Up, la version américaine qui était sur le stade d'Heidelberger. C'est Fred Bizet qui nous a dit tiens, ça pourrait vous amuser. On a joué. Et globalement, tous les lundis, pendant je ne sais plus combien de mois, après tous les jeux de cubes en bois et de machin qu'on jouait, on faisait un Time's Up avec des basketteurs américains, avec des gens qu'on ne connaissait pas, et c'était juste énorme. Et comme on était déjà pas mal infiltrés dans le milieu, par les week-ends jeux, par Philippe Kerrs, qui était un ami, etc., moi je faisais déjà des piges pour des journaux, etc., donc on était vraiment dans le milieu, on s'est dit en fait, mais pourquoi pas nous ? Ce jeu c'est une bombe, il doit être fait en français, parce que c'est juste le meilleur jeu d'ambiance. Donc on a acheté les droits. Et ça, c'était en quelle année ? En 99, en 99, non, pas en 4, non. J'en ai aucune idée, c'est à plus ou moins 12 ans, à mon avis. Donc c'est 2003. Et donc on a contacté Franck Di Lorenzo de RR en disant voilà, on est des petits Belges, on veut faire Time's Up. On n'a pas de société, mais on va y arriver, ça va être super. Et donc là, il y a eu une longue discussion contractuelle qui a été faite. Et le jour où on a signé pour Time's Up, on s'est dit c'est quand même vachement bien et on va faire un autre jeu. Enfin on s'est dit ce jeu là t'as vu c'est pas mal du tout aussi, on va le faire. Et c'était Cash and Guns, mais qui était avec des flingues en métal, etc. L'idée au déparrage, Cédric voulait faire 900 boîtes, collector, etc. Enfin bon, l'aventure en fait, ce qui est marrant c'est qu'on n'a jamais fait le moindre business plan. On est parti sur la passion en se disant ce jeu là, il faut que ce jeu là existe et on va le faire nous. Mais on s'est pas dit, on était persuadé que ça se vendrait super bien. Mais on s'est pas dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de nos journées ? On monte une boîte ensemble pour faire quoi ? Non, on se reconnaissait bien. On s'est rencontrés via des week-ends jeux qu'on organisait. Et on s'est dit, on se lance dans l'aventure, on achète les droits. Et puis, on a commencé à bien aimer ça. Et puis, on s'est fait tous les deux virer de nos boîtes. Et puis, on a continué à faire ça. Et puis, la société a commencé à être assez rentable pour nous payer. Et puis, on a commencé à engager des employés, etc. Donc... Au début, vous imaginiez pas du tout que vous alliez continuer à en vivre, c'était cool de l'avoir fait en français ? Exactement. Au début, ce que je disais quand on posait la question, qu'est-ce que je dis, c'est éditer des jeux. Enfin, c'est carrément super bien. On n'a pas. Mon meilleur salaire, c'est mon métier. À l'époque, j'avais pas de salaire, donc c'était encore mieux. Mais c'était tellement agréable de faire ce métier-là. Maintenant, je suis content aussi d'avoir un salaire, évidemment. Mais vraiment, au début, c'était compliqué, quoi. On n'a vraiment pas de. On travaillait le soir, on se démenait comme des fous. Et il a fallu du temps pour que la boîte soit pérenne, etc. Donc, C'est autour de quel jeu ? Et est-ce qu'il y a eu un peu une évolution parce que c'était quand même des petits jeux, Time's Up, Cash and Guns. Qu'est-ce qu'il y a eu après ? À quel moment déjà ça commence à être rentable pour vous ? Et aussi à quel moment vous avez un peu bifurqué ? Parce qu'après quand même vous avez fait des jeux qui vont un petit peu plus loin pour les gamers. Mais les gens oublient toujours qu'on a fait Ghost Stories très rapidement en fait. Ghost Stories est sorti il y a 8 ans. Et j'ai déjà rencontré des amis dans les salons ou des connaissances de trucs qui me disent, qui me posent la question et qui me disent oui, mais enfin bon, vous avez quand même fait que du jeu d'ambiance, poète, machin, etc. Je dis mais on a fait Ghost Stories et c'est à 8 ans. Le mec, c'est vous Ghost Stories ? Mais oui, c'est nous en fait. Et Ghost Stories est un jeu quand même hardcore mais les gens ne l'ont pas associé avec RepoProd et les gens se sont toujours regardés. Pour la tête des gens, on a toujours fait des jeux de rigolo. Mais très, très rapidement, on a fait des jeux compliqués. Pourquoi tu crois qu'il y a eu ce côté vous êtes des gars rigolos ? D'ailleurs, et pourquoi vous avez des sombreros et votre logo ça, dès le début, c'était ça, le logo avec la carte et le sombrero, Repo et tout ça ? Le sombrero, c'est Bruno Feduti. On le doit à Bruno Feduti, puisqu'à la sortie de
Quand Puerto Rico est sorti, il nous a demandé les gars, j'ai besoin d'un coup de main, il faut des mecs pour organiser un tournoi de Puerto Rico. On s'est dit oui, mais un tournoi de Puerto Rico, ça se mérite. Et donc on est arrivé déguisé, on avait une bande sonore, etc. Donc on a fait tout le tournoi déguisé en sombrero, avec notre sombrero, etc. Et suite à ça, Bruno nous a appelé les Belges à sombrero, surnom qu'on a gardé. Et quand le département marketing, au moment de lancer le jeu de la boîte, était déjà énorme, hyper structuré, on s'est dit il faut mettre des sombreros, c'est juste parfait. Et c'est une des meilleures idées qu'on a eues. Parce que c'est hyper visible. Enfin, on est super content. C'est tout con. C'est parti comme la boîte, c'est parti du fait que, allez, faut le faire, quoi. C'est juste parfait. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, on me disait ah tu vas voir, ils sont trop marrants, ils arrivent, ils chantent, ils ont de la musique, il y a des sombreros et quand vous arriviez au off, c'est vrai que c'était pour faire un peu la fête. Oui. Au off de Cannes. Oui, je sais bien. Ben, on a toujours été, ça n'a pas changé. Et pour la petite histoire par rapport au sombrero, moi je ne mets plus le sombrero sur le salon par exemple. Parce que professionnellement, on a l'impression que... Parce que ça gratte? Non, parce que professionnellement, ça nous dessert. C'est-à-dire qu'on est rigolo, mais on fait les choses avec sérieux. Et par exemple, quand je me souviens bien, quand on allait chez Ludofact au démarrage, etc., lors du salon Essonne, ils voyaient deux mecs hyper speedés qui arrivaient avec des sombreros en disant « On fait plein de boîtes, il faut produire !» Et tous les mecs ils désirent. Ils sont juste à la masse en fait. Et en fait, quand tu fais la même chose sans sombrero, ça passe mieux. Donc t'es avec un costard et tu dis il faut produire, on a un plan marketing et... Voilà, et donc là ça passe mieux. Donc je le mets plus moi, mais sauf pour les... Enfin voilà, parce que j'en ai plus besoin. C'était trop... Est-ce que tu crois que c'est parce que aussi quelque part, enfin voilà, il y a des gens très professionnels quand même dans ce milieu. On peut pas dire que, enfin je veux dire, il y a toujours eu des gens assez professionnels, mais il y a un moment c'était un peu plus passionné, il y en avait moins. Je sais pas, les volumes de production étaient moins gros. Est-ce que progressivement, justement, pour les rendez-vous boulot, on est plus obligé de porter un costard entre guillemets? Oui, déjà, le milieu est beaucoup plus professionnel qu'avant. Les enjeux financiers sont beaucoup plus importants qu'avant aussi. Donc oui, mais c'est surtout parce qu'il y a des acteurs importants qui n'ont pas changé. Tu vois, Ludofact était déjà là avant. Les distributeurs, mon distributeur historique, ça a toujours été Asmodée, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Là, il n'y a pas de problème de sombrero, c'était plutôt rigolo, mais la production, certains auteurs, etc., à un moment donné, il fallait l'enlever pour certains trucs. Voilà, c'est tout. C'est pas... Il y avait, c'était la première partie de la question. La réponse était très intéressante. Il y avait aussi, à partir de quel moment, pour vous, vous êtes vraiment dit, ah ouais, là, c'est en train de décoller avec, c'était sur quel jeu? Est-ce que c'était sur justement ce Ghost Story? Parce que Ghost Story, j'ai l'impression que même ça a bien marché, non? Ou je me trompe? Ou c'est une impression qu'on a? Parce que ça a quand même super bonne réputation dans le milieu. Ghost Stories est toujours édité, souvent, on va dire à 10 000 exemplaires par an. Donc oui, ça reste une référence. En fait, on a une grande chance, c'est qu'on a commencé avec un blockbuster. Time's Up a été très très rapidement a atteint des volumes de vente ultra impressionnants en 4-5 ans. Et donc ça nous a permis de ne jamais courir derrière l'argent et de ne pas avoir de pression financière ou d'avoir en tout cas du temps pour gérer nos jeux. Et donc on n'était pas lié à un agenda, on ne doit pas sortir des jeux parce qu'on en a besoin. On doit sortir des jeux parce qu'il est prêt et qu'il est bon et qu'il peut sortir maintenant. Ça a toujours été ça notre façon de travailler et on a eu la grande chance de pouvoir le faire d'entrée de jeu. C'est-à-dire que dès que Time's Up est arrivé, comme on n'avait pas de volonté de se payer, quand on a signé Cash, on a pris le temps de le faire. Puis quand on a fait Ghost Story, ça a mis un temps dingue, on était focus dessus à fond. Quand Seven Wonders est arrivé, on commençait déjà à avoir des employés, mais il n'y avait pas de problème. On pouvait passer une journée à jouer à Seven Wonders. C'est pas grave. Je ne peux pas dire la même chose maintenant. Mais c'est très très important dans notre façon de travailler et je pense que c'est ce qui fait que les succès qu'on a, c'est qu'on prend vraiment le temps de jouer le jeu, de le développer très très longtemps, de se permettre des allers-retours, de se permettre de décaler une sortie. C'est essentiel. Mais pour faire ça, et c'est la même chose dans tous les métiers de l'édition, il faut avoir un buffer financier qui te le permet. Il faut vraiment te dire, je vais rien sortir finalement parce que c'est pas prêt. Et voilà. Et les gamers vont être tristes. Ils attendront. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a un jeu où tu as l'impression que
ça n'a pas été aussi bien que tu le pensais, ou soit ça n'a pas eu l'écho, soit peut-être vous avez dit je le ferais un petit peu peut-être différemment. Oui, on l'a fait avec des succès déjà, c'est la première chose, faut pas le croire. Enfin voilà. Mais le jeu que je trouve qui a été le plus mal compris, c'est City of Horror. C'est-à-dire que pour moi c'est le meilleur jeu de zombies, mais ça c'est évident, c'est notre jeu. Mais pour moi c'est un vrai jeu de zombies, c'est un jeu d'enculé, c'est un jeu ultra narratif. Et il a eu un succès, je sais plus, on a fait 25 000 boîtes, un truc du genre, donc c'est loin d'être mauvais, mais il n'était pas assez bon. Et typiquement là-dessus, dans la deuxième tirage, on a fait des modifications que je vous invite à aller lire sur le site. Il n'y a pas besoin de changer de jeu, les gens peuvent aller juste télécharger notre règle. C'est sur des points de règle, c'est une des fois où on a tenu notre agenda et on n'aurait pas dû. C'est-à-dire que quand le jeu est parti en prod, j'ai fait 3 parties après et je me fais putain, on est juste con quoi. Ça, on a juste été con, on aurait dû attendre, mais on devait sortir, on avait promis de le sortir pour la Gen Con, et donc il y a un petit changement, mais qui pour moi change énormément, qui sollicite le jeu, qui sollicite le flow du gameplay, etc., le flux. Voilà, maintenant je pense que le jeu est sorti, il n'a pas été bien compris, c'est pas ça qui a changé, c'est un détail qui moi me vexe parce que je trouve que ça aurait dû être comme ça qu'il devait sortir, mais il est sorti plus ou moins en même temps que Zombicide, tu vois, donc qui est totalement différent, qui n'est pas du tout la même vision des jeux de zombies. Déjà nous il n'y a pas de figurines et donc voilà, donc ça arrive, de toute façon à un moment donné un jeu il sort à un moment T. Le marché à ce moment-là est dans ce truc-là, et si tu as des produits compétitifs, on s'en fout. Mais ce que je vous invite en tout cas, c'est une fois y jouer au moins. L'achetez pas si vous n'avez pas envie, mais jouez-y parce que vous verrez que en fait c'est un putain de jeu d'enculé, mais qu'il y a un vrai truc narratif et que on va acheter la femme enceinte aux zombies, enfin des trucs vraiment très très drôles. Donc voilà, ça si j'ai une déception dans l'édition, c'est celle-là. Nous on l'a à la maison, on l'avait pris direct quand il est sorti parce que on avait Zombie, la blonde, la brute et le truand, et ça nous bottait bien. Et en fait pour tout te dire, nous on joue beaucoup à deux. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à trouver les joueurs pour y arriver. Et pour te dire, on n'a pas encore joué. Les règles, tu vois, on a tout. Et on n'a toujours pas fait. Mais du coup, c'est pas grave. On va aller lire la petite modification. Tu me dis qu'il est en ligne. Et puis quand on le jouera, il sera parfait. Je me pose un peu des questions aussi par rapport à le premier jeu que vous avez fait avec Antoine Boza, c'était Ghost Stories justement. Et est-ce que à ce moment-là déjà c'était un acteur aussi reconnu qu'il est aujourd'hui? Est-ce que c'est Ghost Stories, puis après il y a eu Seven Wonders aussi qui l'a autant aidé à se faire reconnaître? C'est passé comment? Parce qu'il y avait déjà fait des jeux. Antoine avait fait quelques jeux, je pense qu'il avait fait Chabyrinthe avant ça. Il nous avait montré une petite boîte qui contenait 2 jeux, Anabi et Ikebana, et on en a joué qu'un des 2, c'est con parce que sinon on aurait fait Anabi. Non, Antoine, on a commencé vraiment presque ensemble. Donc voilà, mais c'est sûr que entre Antoine et nous, il y a une super bonne symbiose. On arrive à s'entendre, on arrive à se challenger tous les deux entités, qui fait qu'on arrive au meilleur des deux. Voilà. Et je pense qu'on a tous les deux joui de la notoriété d'Antoine Boza et qu'Antoine a joué de la... De toute façon, on s'en fout. Mais le truc, c'est que c'est sûr que Ghost Stories a été à mon avis, maintenant c'est à Antoine qu'il faudra poser la question, ça a été son premier gros succès qui lui a tourné des gens vers sa compétence, quoi. Ok, bon écoute, je sais pas, peut-être est-ce que tu peux nous parler de... Alors aujourd'hui où ça en est, Repoprod, si tu sais en dire quelques mots, et puis après pour toi où ça devrait aller pour l'avenir? Repoprod maintenant c'est une petite PME, donc oui maintenant le Repoprod maintenant, notre souci au quotidien c'est qu'on doit arriver à structurer la boîte, parce qu'on est des créatifs à la base et des managers par le succès, on va dire. Et ce qu'on doit trouver comme solution, c'est arriver à ce qu'on ait du temps de cerveau pour développer. Parce que, voilà, je pense que les gens qui nous écoutent pensent probablement la même chose. S'il y a des compétences dans la boîte, c'est plutôt dans le développement. Et il faut donc que nous, on ait le plus de temps de cerveau disponible pour développer des jeux, pour jouer les jeux, pour modifier, pour discuter avec les auteurs, pour discuter d'autres auteurs, de réfléchir à les gammes, etc. Or, pour l'instant, le ratio management, business, tout plein de trucs super chiants, parce que c'est pas que chouette une boîte de jeux de société, nous prend trop de temps. Donc voilà. Parce qu'en fait,
c'est toujours vous qui êtes dans la partie développement, tous les deux, Cédric et toi, dans la partie développement et même recherche de nouveaux jeux? Oui, tout à fait. Il y a des choses qu'on sous-traite, mais oui, le développement, il est vraiment fait par Cédric et par moi, parce que en fait, c'est compliqué et que c'est notre force et que l'idée, c'est que Cédric et moi, on est tombés dans le jeu et on s'en rend compte maintenant parce qu'on réfléchit à comment structurer la boîte, etc. Quand moi j'ouvre une boîte de jeu, je suis déformé professionnellement, il y a des trucs qui me sautent à la gueule, quoi. Et j'en parle avec mes confrères, etc. Je dis, mais parce que j'ai pas mal en poche, je dis, mais pourquoi t'as fait comme ça, quoi? C'est pas possible. Il me dit, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Et les gens ne le voient pas. Ou pas tout le monde, etc. Et il y a plein de gens qui voient des trucs chez nous, attention, parce que nos jeux sont très perfectibles, c'est pas la question. Mais voilà, et trouver des gens qui ont ce regard-là, en fait, c'est des mois. Et parce que nous, on s'attache à ces détails-là, et vu qu'on met énormément d'énergie, on fait vraiment travailler le projet, c'est notre vision. Pour essayer de compléter ça, quand on me pose la question « c'est quoi votre métier ?» C'est éditeur, on me dit « oui, donc tu gères des auteurs et puis t'imprimes. » Non, on n'est pas des éditeurs comme dans le livre ou dans la bande dessinée, on est plutôt des éditeurs comme les réalisateurs de films, comme les metteurs en scène. Le jeu de société, c'est une œuvre à plusieurs mains, c'est pas que des règles de jeu. C'est aussi des règles de jeu, et l'auteur est en tout cas chez nous, est un acteur essentiel, mais il y a une équipe derrière, il y a plein de choix qui doivent être faits et qui vont faire du jeu un succès ou pas. Quand on a signé Seven Wonders, il y a maintenant un perpète d'années, le jeu était éditable le jour où on l'a signé. J'ai la faiblesse de croire, la prétention de croire, les gens font ce qu'ils veulent, que le jeu n'aurait jamais été au même niveau. Parce que y a tellement de choses qui ont évolué, tellement de détails, parce que la qualité elle est dans le détail, elle n'est pas dans le big picture, elle est vraiment dans le détail, que le jeu est arrivé à ce niveau-là. Il y a plein de choses qui ont évolué, il n'y a pas une carte qui n'a pas été changée. L'idée c'est que si les gens ont l'occasion, sur notre site il y a l'exposition Seven Wonders, il est mis le nombre de parties qu'on a joué. Il faut bien que les gens comprennent, il n'y a pas une de ces parties qui a été faite avec les mêmes règles. C'est chaque fois un budget de 5 parties ou 10 parties ou 20 parties, puis on change des trucs. Boum. On change le ratio de l'argent, on change telle carte, on change le militaire, on change les coups, on change les chaînages. C'est vraiment un édifice qui se construit au fur et à mesure. Parfois ça s'écroule un petit peu, on redresse, etc. Et ça prend vraiment du temps. Et donc chez nous, oui, les règles de base de Seven n'ont jamais changé. Ça a toujours été 3 actions, on défausse pour 3 pièces, on construit, etc. Mais tout le reste a changé. Tout. Ok, non mais je pense que moi j'imagine bien, hein, c'est clair. Puis ce que tu dis par rapport au fait que vous faites du développement et que parallèlement à ça vous êtes les patrons de la boîte, donc il faut faire du management aussi, de la gestion. Je vois très bien quelle peut être la problématique. Et dans l'avenir, du coup après tu parlais de structurer et puis tu vois ça où, quoi? Tu voudrais faire plus de jeux ou continuer à faire des jeux, aller vers d'autres marchés, je sais pas. Est-ce que pour toi c'est un développement possible après avoir passé le cap de la structuration et trouver l'équilibre du temps, ça de faire plus de jeux, de plus accompagner des jeux existants, vous êtes déjà vraiment beaucoup sur Seven Wonders par exemple, ou d'autres marchés? C'est un peu d'autres marchés, non, parce que ça on est vraiment en termes de distribution, on est vraiment parfaitement aidé. On arrive maintenant au jour 1 de lancement du jeu, on est déjà ultra bien répandu. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait aucun acteur, à part des Hasbro, des Mattel et machins comme ça. Tous les acteurs underground, de petites PME, etc. À l'époque, ils sortaient une première version allemande, etc. Donc ça, maintenant, le réseau est tellement professionnel, les acteurs qu'on a sont tellement bons, que dès qu'on lance un jeu, par exemple Concept, il y avait des versions en coréen, en tchèque, en roumain, blablabla. C'était déjà, on peut se permettre de faire des tirages très très gros d'entrée de jeu. Donc il n'y a rien à faire là-dessus, il faut juste que ça progresse, etc. Au niveau jeu, etc., le but nous maintenant c'est d'arriver à bien développer toutes les gammes, donc ça non plus on fait déjà. Le truc important qui va nous prendre du temps, ça va être toute la gestion du digital. Seven Wonders va sortir, voilà, on est dans le dernier truc final, on veut que l'application soit parfaite parce que voilà, c'est notre façon de faire. Si Seven Wonders App est un succès, ce que je pense sera le cas, on va mettre plus d'action dans le digital.
Enfin, je suis certain que ça va être le cas. Hein, mais C'est un peu d'autres marchés aussi quelque part, mais on parle pas de géographique. voilà, donc voilà, donc ça sera de toute façon le digital. Et voilà, donc oui, non, il n'y a pas de milliards de choses à changer. On va pas se lancer dans la distribution demain. On va pas vendre des casseroles, non, tout ça, on va pas faire. Ni des chapeaux. Non, des produits Seven Wonders, des produits RepoProd, des t-shirts, des mugs, des. On fait déjà beaucoup de bêtises à Essen, mais non, ça, les t-shirts c'est juste de la promo, c'est pour ça parce que ça nous amuse à la base nous. Maintenant les gens en veulent donc on en fait. Là on sort des playmats pour Seven, on verra bien. Le marché est tellement grand que maintenant il y a vraiment l'occasion de faire des trucs plus pour les passionnés. Il y a des jeux qui sortent qui sont presque du méta-jeu, du méta-gaming, des choses comme le produit de Friedman 504, c'est juste énorme. Ça va dans le bon sens, ça montre que le jeu de société est vraiment en train de se développer, que la création devient importante, que les gens commencent, tous les acteurs commencent à bien se rendre compte que c'est un travail créatif, etc. Donc c'est que des bonnes choses. Ok, alors je pourrais te poser encore plein d'autres questions, mais en tout cas je pense que déjà tu nous as donné un très grand aperçu, donc c'est vraiment intéressant de voir l'approche que vous avez chez RepoProd. Et est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre à ajouter, par exemple ici sur SN? Est-ce que tu as... Non, je sais que tu n'en as pas profité, mais qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Qu'est-ce qui t'a plu dans celui-ci? Déjà, c'est le meilleur accueil qu'on ait jamais eu sur un de nos jeux à Essen, c'est sur Seven Wonders Duel. Donc là, c'est vraiment... je suis très 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 content parce que c'est un retour excellent, c'est ce qu'on attend. Il faut savoir que comme les réalisateurs de films, etc., la période un mois et demi avant Essen, on est dans l'attente, on se dit putain, une sorte de blues comme ça pré-sortie. Et Essen, ça nous rebooste à mort, quoi. Je suis crevé, j'ai pas dormi, j'ai bu 500 000 bières, mais je suis boosté à fond. Et donc ça, c'est très 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 agréable. Maintenant, au niveau du salon, ce qui est certain, c'est que les Allemands sont plus du tout leaders du marché. C'est une certitude, c'est de la francophonie et les Américains qui drivent. Ici, on voit pas les Américains, mais leurs produits sont quand même ultra présents. Et ça c'est très agréable parce qu'on a fait partie de cette histoire de game design et de l'évolution des jeux de société. Maintenant dans 5 ans ça sera peut-être les Polonais ou les Japonais. Et on voit bien déjà que la vague de fond japonaise est très forte, qu'il y a une nouvelle vision du game design. Et typiquement parce que mon métier c'est d'analyser les jeux, c'est ce que je fais en permanence, etc. Je regarde ce que mes confrères font, je joue plein de jeux, etc. Je me rends compte que je vends un vieux con. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui marche super bien et je n'aurais jamais mis un franc dessus. C'est que je commence à être en décalage avec mon public. Maintenant, on reste quand même connecté, c'est pas la question, mais il y a des trucs, je me dis, tiens, vraiment, ça se vend, les gens veulent ça, c'est bizarre, je comprends pas. Mais c'est important, c'est qu'il faut que nous, on se réagisse, il faut qu'on trouve des solutions, parce qu'il y a des modes, il y a des évolutions, il y a des tendances et des choses comme ça, qui sont évidemment imperceptibles, mais qui sont très clairement présentes. Puis après, il faut savoir mesurer. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu vas vendre super bien un jeu à Essen, à Gen Con, à Cannes par exemple, que tu vas avoir le succès sur le long terme. T'as des jeux qu'on voit buzzer, je sais pas trop pourquoi, mais 3 mois plus tard, t'en entends plus jamais parler. Enfin, moi j'ai vu des choses ici, on m'a dit il faut aller voir, ça buzz. J'ai vu le truc, j'étais. Je me dis mais pourquoi? Oui, mais ça, on vient du party game, on n'a jamais été. On a toujours eu le vrai filtre. On n'a pas le filtre gamer ou geek. On a toujours un filtre professionnel. Et je pourrais citer un nombre incalculable de produits. Si on demandait aux auditeurs combien ils pensent qu'ils s'en vendent en France par an, ça serait énorme. Il faudrait faire un truc. Je suis sûr que tu demandes aux gens qui viennent sur ton site, ça vous pensez, quel est le plus fort, celui-là ou celui-là? Ils vont tous dire celui-là. En fait, celui-là, il n'est même plus en vente, quoi. Ouais, je pense qu'il y en a qui... Ouais, non, ils doivent peut-être pas s'en rendre compte, ils vont nous mettre toujours les gros... Ils vont mettre toujours les... Je ne connais pas assez le public, mais il y a vraiment des réalités, la réalité du marché, les ventes réelles des jeux, c'est sans commune mesure avec ce qu'on trouve sur les salons, etc. Si vous regardez sur BGG, qui est ma référence sur plein de choses, le premier jeu, c'est Twilight Struggle, qui est l'un des meilleurs jeux à deux sur Terre, que j'ai déjà joué un nombre incalculable de fois. Il est premier de la plus grosse database, de la database mondiale, on va dire.
Mais les ventes, elles ne sont pas premiers, hein. Je peux vous assurer, c'est édité par GMT, il y a eu plein de tirages, mais ils ne font pas des tirages de 100 000, hein. Ils font des tirages de 5, 10 000, etc. Donc il y a vraiment un désaccord et une discordance entre les ventes et ce genre de classement. Alors, on est en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur la question de la niche, de l'ouverture au public, à un public moins expert en fait. Ben, tout à fait. Et la fréquentation des boutiques également, parce que finalement c'est là que se font les ventes tout simplement. Tout à fait. Mais j'en parlais avec des boutiques que je n'ai pas citées. Je leur dis, tiens, c'est marrant, c'est quoi les clients maintenant qui viennent chez vous? Bon, on est d'accord, c'est les 25-35, mais il me dit, le plus fou, c'est que c'est des femmes, essentiellement. Plus de femmes qui viennent chercher des jeux, etc. Et donc ça a changé. Les boutiques maintenant, j'ai commencé, je suis fan de jeux de rôle, et si je suis là, c'est parce que j'ai fait des jeux de rôle quand j'étais petit. Les boutiques de jeux de rôle, à l'époque, elles faisaient peur. Maintenant, il en reste encore, mais les boutiques ont changé, elles vendent plus du jeu de rôle, elles vendent du jeu de société, elles sont devenues plus propres, plus clean, plus tout ce qu'on veut. Et le jeu de société est tellement tendance que ça devient un produit normal. Et les acheteuses viennent parce qu'il y a plein de choses déjà pour elles. Le marché est devenu beaucoup plus féminin et ça a vraiment, vraiment changé. Et donc maintenant, les jeux simples, les jeux casual, les petites boîtes, les trucs, vraiment, vraiment ça a bougé en quelques années. Ouais. Parce que, on va rouvrir encore, mais j'étais prêt à faire ma conclusion, mais en fait c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait que, est-ce que ça a eu vraiment un impact sur les durées de partie, par exemple, tu vois, ou les calibrages des jeux qui marchent en fait, parce que effectivement quand tu viens à Essen, nous on passe sur tous les stands et tu sais que sur tous ceux que tu vois, il y en a certains qui arrivent à percer après, qui sont repérés, qui passent chez les distributeurs, mais une grande majorité reste des jeux un peu underground, experts, où on est super content de l'avoir, mais percent jamais au niveau vente. Mais moi j'ai eu l'impression quand même que les durées de partie elles descendent. Sur plein de jeux, enfin je veux dire plus jamais, bon peut-être méga civilisation, mais si tu veux c'est mais si tu veux t'avais Dune, t'avais des machins complètement fous, Rex, Twilight Imperium. Mais c'est sûr, mais ce marché là il existe encore, il est encore fort, mais il progressera pas, ou très peu, parce que des gens qui ont la volonté de jouer ces jeux compliqués là, qui ont le temps de cerveau, il faut être étudiant quoi, et qui ont la capacité à bien comprendre les règles, à bien jouer, il va pas exploser. Par contre, des gens qui se rendent compte que jouer c'est cool, qu'on va passer du bon temps plutôt que de regarder la télé ou de regarder ça, ce public-là, il est juste à conquérir. Et là, le marché a explosé, c'est pas sur cette niche de gamers qui reste stable, qui grossit peu à peu et qui a fédéré tout le changement. C'est sur le fait que des gens qui pensaient ne pas aimer jouer se sont rendus compte qu'en fait jouer c'était génial. Et c'est ça qui a tout changé. Et c'est ça que les produits qu'on a maintenant, qui n'existaient pas il y a 15 ans, il y a 15 ans, quelqu'un qui rentrait dans une boutique de jeux, un kidam, il ne pouvait pas trouver des chouettes trucs. Parce qu'il y avait Dune, en effet, qui a un excellent jeu. Je pense qu'il y avait peut-être un peu des jeux en bois abstraits, ce genre de choses. Oui, mais les jeux étaient clairement la tendance. Il n'y avait pas encore un marché pour les jeux simples. Les jeux étaient chez La Grande Récré, etc. C'était que du mass market. Là, il y a des vrais produits créatifs et par un marché indépendant qui sont vraiment incontournables. Quelqu'un qui rentre dans une boutique de jeux maintenant, il y a automatiquement un produit pour lui. Si pas plein d'autres produits pour lui. Et ça, c'était pas possible il y a 10 ans, il y a 20 ans. Maintenant, avec la professionnalisation du business, avec vraiment les évolutions en termes de game design, il n'y a pas un client qui ne peut pas... il y aura toujours quelque chose pour quelqu'un. Ok, bon, que voilà, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait encore en parler longtemps. Après, moi, en fait, je pense que mon bras va lâcher avant les batteries et les cartes SD. C'est pas sûr, on ne sait pas. Je peux changer de bras, mais en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Thomas. Je souhaite bonne continuation pour RepoProd. Ça a l'air d'être sur la bonne voie. Merci d'avoir partagé avec nous autant les discussions sur l'évolution et sur l'historique de RepoProd que aussi sur tes vues sur le milieu qu'on a aujourd'hui et qui change. Voilà, merci à toi et à bientôt sur Ludovox.